j'ai un auditeur qui m'a dit: «Écoute, tu as une très belle voix, mais il faudrait vraiment que tu t'achètes un micro, hein, puisque tu es un youtubeur, professionnel». Donc j'ai beaucoup ri, je lui dis: «Oui, je sais, ça mettra en valeur mon bel organe et donc il faut vraiment que j'investisse dans un micro». Du coup, j'ai appelé la NSA, j'aurais passé un petit coup de fil, je leur ai dit: «Écoutez, il faut m'envoyer du ravitaillement, notamment un micro, un bon micro». Donc il y a un avion noir qui est passé au-dessus de chez moi, qui m'a parachuté, tout ça. Je remercie la CIA, la NSA et tout ça, tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc le travail est fait. Puis n'oublie pas, petit padawan, que la conversion, tu sais, on parle de 48 000 Hertz, des fois 44 000. Et puis il y a le bit rate, hein. Le bit rate, il évolue, hein. Généralement, il est bas sur les vidéos YouTube. Moi, je le mets très haut, hein, 384 euh, kilo pour avoir un maximum de qualité. Donc n'oublie pas que c'est multifactoriel, hein. Ça peut être moi là, actuellement, qui a une angine, ça peut être mon micro, ça peut être mon ordinateur, ça peut être un problème de latence, ça peut être un problème de driver, et ça peut être aussi un problème de reconversion de la vidéo, puisque toutes les vidéos qui sont uploadées sur YouTube, je n'y peux rien, leur serveur compresse le son et la vidéo. Donc, bah voilà, tu vois, quand le son est pourri, c'est pas forcément de ma faute. Mais c'est vrai qu'il faisait très chaud et j'utilisais le micro de ma webcam. Là, c'est celui de mon casque. J'espère que ça sera mieux. Donc, plus sérieusement, je vous avais dit qu'on bosserait à partir de PowerShell. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser le WMI, le Windows Management Instrumentation. Alors, c'est une implémentation Windows de ce qu'on appelle le gestion d'entreprise basée sur le web. WBEM. Grosso modo, c'est une norme en entreprise qui permet d'accéder aux informations de gestion, surtout les appareils. Alors, on a vu quelques techniques avant de génération de services à distance, génération de tâches à distance pour pouvoir pivoter au sein du réseau. Mais nous, concentrons-nous sur le WMI. Grosso modo, ça permet aux administrateurs d'effectuer des tâches de gestion standard dont les attaques peuvent abuser pour effectuer des mouvements latéraux de différentes manières. C'est ce que nous verrons ensemble là à l'instant, tout de suite. Donc déjà, il faut comprendre que si PowerShell, on va se servir, on va travailler en programmation orientée objet, hein, on va travailler sur des objets PowerShell. On a PS Credential, PS Remote, PS euh, ce que vous voulez en fait, hein, c'est vous qui voyez. Plus sérieusement, ça va nous permettre de stocker des valeurs dans des variables, hein. C'est aussi simple que ça, donc je vais pouvoir créer une variable, je sais pas, username, password, IP même, j'ai envie de dire, et ça va nous permettre de faire 2 choses. Donc déjà, d'interfacer, hein, créer un objet avec une variable credential qui sera utilisée tout au long, créer une variable username qui sera utilisée, que je pourrai appeler quand je veux, et je peux même créer une variable IP, hein, et ça m'obligera pas à retenir l'adresse IP, hein. Dès que je veux récupérer l'adresse IP, je devrais le faire plus souvent, j'appelle ma variable, d'accord? Donc on a 2 hem, comment dire? Protocoles pour communiquer via une session WMI, hein, ça, il faut bien le retenir. On a du DCOM et on a du WSMAN. Alors, le DCOM, c'est du RPC sur IP qui est utilisé pour une connexion WMI. Essentiellement, c'est le protocole 135 en TCP et la plage dont je vous parlais, heu, dans ma précédente vidéo. On a vu 49 152 à 65 535, toujours en TCP. Alors, comme sc.exe, je vous en avais parlé, hein. Ensuite, on a WinRM. WinRM, il est utilisé également pour faire une connexion à WMI. Ce protocole, lui, utilise le 5986 et le 5985. Tu te rappelles? Le 85 étant HTTP, le 86 étant HTTPS. Alors, on a la possibilité de d'établir une communication en PowerShell, hein, c'est ce que vous avez sous les yeux, j'avais pas envie de taper, je suis un fainéant. Stocker, la session, hein, sur une variable $session. Donc tu te rappelles qu'en PowerShell, comment on appelle une variable, comment on fait le distinguo? On commence par le dollar et on met le nom de la variable, hein. Par contre, sous Windows, tu sais que si tu mets le nom et ensuite le dollar, ça te permet de créer des comptes invisibles sous Windows. Maintenant, je te l'ai montré. C'est magnifique. Donc, plus sérieusement, ou pas, $OPT, on le voit, hein, on fait un new sim session option protocol GCOM, donc le new
CIM, Session Option, c'est un applet de commande qui va nous permettre de configurer les options de connexion pour la fameuse session WMI, y compris le protocole de connexion. D'accord? Donc on a des options et des informations de l'identification qui sont transmises au new SIM session. D'accord? Et on voit qu'on a le computer name, on a plein de trucs en argument. D'accord? On lui passe. Donc voilà, tout ça, ça permet une session à un hôte distant. Alors, on peut également, créer des processus à distance, à l'aide de WMI. Ça, c'était une connexion là que je viens de vous montrer. Maintenant, on va voir un petit peu le principe de processus à distance. Alors, DC, E, RPC, port 135, 49 100, 152, 65 535, ça il faut bien retenir. Et rappelez-vous, 59 85, WinRM, 59 86, WinRM, HTTPS. L'autre c'est HTTP. Donc encore une fois, en termes d'obligation, vous devez être administrateur. Ça c'est vraiment important. Autant pour créer une session, ça passe, autant pour un processus à distance, à l'aide de WMI, il va falloir être admin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, sous les yeux, on va générer en fait, un processus à partir de PowerShell qui va tirer parti du WMI, du Windows Management Instrumentation, en envoyant une requête WMI à la classe Win32 process, d'accord? Donc ça, c'est l'interface de programmation, Win32, hein, qui est utilisée pour faire beaucoup de choses dans Windows. On peut appeler Win32 underscore process. Tu as compris que ça gère les processus pour gérer le processus sous la session qu'on a créée précédemment. D'accord? Donc, première étape, établissement de d'une connexion WMI. Ensuite, il nous faut créer un processus, d'accord, qui va gérer ça à distance. Donc là, on voit qu'on travaille sur command. On passe PowerShell, un set content, on lui met le pass et on indique une valeur. D'accord? Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction des besoins inhérents. On fait encore une fois, on invoque la méthode sim, CIM. On voit le sim session avec notre variable session, c'est class name du Win32 process, c'est là qu'on appelle d'ailleurs la classe, méthode name, argument et command line. D'accord? Donc tout est stocké dans nos variables. Donc vous voyez que voilà, là on travaille sur nos objets. Donc notez que, comment vous dire? Le WMI ne vous permettra pas de voir la sortie d'une commande, d'accord? Mais ça va créer en effet le processus requis de façon silencieuse. Alors vous imaginez bien que pour un attaquant, ça peut être une aubaine, hein. La victime ne se rend compte de rien et le hacker récupère, hein. Alors vous savez peut-être pas, on a toujours, quand on travaille sur Windows, le POC de base, hein, la preuve de concept. Avant de tester votre charge utile qui est militarisée, vous allez charger la calculatrice, tout le temps. D'accord? C'est, une règle, un usage, un protocole. J'ai envie de dire, heu, si tu arrives à faire apparaître la calculatrice à distance sur une machine que tu ne contrôles pas a priori, c'est que derrière toute, la logique, la mise en place de ton attaque est fonctionnelle. D'accord? C'est une preuve de concept. Ce qui peut lancer la calculatrice sans l'intervention de l'utilisateur peut lancer une charge utile, un virus. Tu l'as compris. Donc là, on fait appel à WMIC, on se connecte. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, en tant qu'administrateur. Donc, on voit notre node, on va lui passer target et on fait un appel. Appel vers un processus création. Techniquement, process call create. On voit qu'on lui passe cmd.exe et cmd.exe au lancement va exécuter slash c automatiquement calque, la calculatrice. D'accord. Ensuite, on a la création de services à distance avec WMI. C'est ce qu'on appelle du Creating Service Remotely, hein, en anglais. C'est toujours les mêmes ports. Vous devez également être administrateur. Alors, vous l'avez sous les yeux. On va faire un invoke sim method. On va créer des services avec WMI, pardon, via PowerShell, hein. Là, en l'occurrence, on voit un service qu'on a appelé THM Service 2 et on peut le faire via cette commande. Donc le sim session, on appelle notre variable. Le class name, c'est un Win32 service, puisqu'on veut créer un service. Et on a la méthode name, là en l'occurrence c'est create arc
nos arguments, on ouvre et on lui passe le name, le display name, le pass name, le service type, et la méthode. Là, le service démarre en mode manuel, il s'appelle THM Service 2. Il apparaîtra en tant que THM Service 2. Le pass name, c'est notre payload, notre charge utile. Ça crée un nouvel utilisateur Munra 2 avec un mot de passe qui est passe 1, 2, 3, qui va l'ajouter. Et ensuite, on a notre propre processus Win32 qui va démarrer le service avec un nouveau processus. Donc là, on se sert d'une méthode qui s'appelle bytepass method. Donc c'est dans les classes net, on a l'interface de programmation et cette méthode essentiellement va convertir la représentation d'une chaîne de caractères, d'un nombre. Là, en l'occurrence, c'est 16, 16, dans son équivalent en bytes. C'est ce que vous avez sous les yeux. On voit qu'on a notre tableau avec nos bytes, 2 points par 16. Donc ça va parser 16, qui est un string, en son équivalent en octets, en bytes. Voilà. Donc tout ça, ça va nous permettre ensuite de gérer le service, démarrer avec les commandes suivantes. Vous voyez qu'on appelle notre service, on lui fait un get sim instance, le sim session, on lui passe la session. C'est bien du Win32 service au niveau de la classe. Et on fait un filtre sur le nom, le display name ou le name, puisqu'il est identique dans notre exemple, DHM service 2. Ensuite, on invoque la méthode, CIM, on lui passe en objet, en entrée, notre service et on lui demande de le démarrer. Donc la méthode, on a start service pour démarrer, mais on a également stop service pour l'arrêter et delete pour l'effacer. Vous l'avez compris, ça nous permet d'arrêter, supprimer le service avec les commandes que vous avez sous les yeux. Ensuite, on peut également créer, donc vous voyez, c'est tout ce qu'on fait là en PowerShell, on peut le faire en DOS, en ligne de commande CLI, sous Windows avec SCH task, schedule task, et SC. Mais vous voyez que ça, c'est des binaires qu'on exécute. On peut également le faire en programmant un petit peu avec PowerShell, puisque c'est un shell orienté objet. Alors, la création de tâches planifiées à distance avec WMI, encore une fois, il faut être administrateur et ça va nous permettre de créer, d'exécuter des tâches planifiées à l'aide de certains applets de commandes disponibles dans les installations par défaut de Windows. Alors, vous avez sous les yeux notre charge utile qu'on va splitter, diviser entre la commande. Là, la commande, c'est appel vers cmd.exe et nos args. Qu'est-ce qu'on veut passer comme argument? Net, user, et il nous faut quoi? On a trois arguments. Mènera 1, c'est le nom de l'utilisateur qu'on veut créer, le mot de passe, ASD, F1, 2, 3, 4, et enfin la commande add pour l'ajouter au système. Ensuite, action, on va faire appel à New Schedule Task Action, donc nouvelle action de tâche planifiée. On travaille pareil sur les autres paramètres, SimSession, execute, argument. Les arguments, c'est nos args qu'on a définis. Une fois qu'on a fait une nouvelle tâche, on va l'enregistrer. On utilise l'applet register schedule task. On lui passe ce qu'il faut. Très important pour nous, on veut une action et surtout que cette action soit effectuée, vous voyez le dash user NT authority system. D'accord? On veut que ça soit exécuté avec le plus haut, euh, comment dire, les droits les plus privilégiés sur le système. Et enfin, on lui donne un nom et si on fait tout ça, c'est pour pouvoir démarrer la tâche planifiée. C'est le start schedule task. Ensuite, pour la supprimer, si vous le voulez, vous faites, comme on a fait un register schedule task, on va faire un end register schedule task sur le task name. Faites attention, c'est ce que vous avez créé. Si vous vous trompez, vous allez supprimer une autre tâche planifiée. Ensuite, l'installation de package MSI via WMI. Donc MSI, c'est le format de fichier utilisé pour les installeurs. Vous savez, quand vous lancez généralement setup.exe, ça va aller taper dans le MSI, qui est un format un petit peu particulier qui permet d'encapsuler des applications et de vous proposer un installeur qui va vous dire, vous êtes sûr que vous voulez l'installer là, 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 vous voulez l'installer pour tous les utilisateurs, juste pour vous, donnez-nous un endroit, vous voulez utiliser l'endroit d'installation par défaut, vous voulez personnaliser l'installation, nous dire à quel endroit vous voulez l'installer. Bref, vous connaissez tout ça, vous avez déjà vu, on a 2 ou 3 types d'installeurs sous Windows, des librairies dédiées.
Mais voilà, à chaque fois que vous installez un programme, bah, vous l'avez sous les yeux, vous savez exactement de quoi je parle. Donc c'est des packages MSI qu'on va pouvoir militariser et on va lui demander de l'installer pour nous. Alors peu importe comment l'attaquant va uploader ça, téléverser sur le serveur, nous ce qui compte c'est exécuter. Une fois que le fichier MSI est, hem, sur l'ordinateur, on va y aller. Donc on va essayer de l'installer en appelant la classe Win32Product via WMI. Alors, on peut également créer, sur les systèmes hérités, utiliser WMIC. Quand on parle de système hérité, c'est les legacy systems, c'est les anciens Windows, Windows NT, Windows 2000, 2003, et cetera, et cetera. Donc on va lancer la commande WMIC. Il faut connaître le package location, c'est le chemin absolu de l'installeur. Là, on voit qu'il s'appelle myinstaller. C'est bien un fichier .msi, il est présent dans Windows. Ensuite, on lui donne le node, c'est notre cible, adresse IP. Il lui faut le domain user en tant qu'utilisateur. C'est très classique, hein. Toutes les commandes qu'on a utilisées précédemment, il faut le domaine, l'utilisateur et on va faire un product call install, demande, appel pour l'installation du produit. Quand on parle du produit, on parle d'un logiciel. Là, en l'occurrence, myinstaller.msi. Donc voilà, ça clôture la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on verra comment militariser un faux, vrai fichier MSI pour pouvoir pirater la machine.